Voilà, donc le processus commence par ici, par la découpe de la virole. Donc au début, le ballon solaire, c'est une tôle noire, donc vous voyez. Donc la tôle va être par la suite découpée sur cette cisaille. Bon, il y a beaucoup de bruit ici, malheureusement. Donc, puis le stockage. Bon, maintenant voilà la tôle déjà découpée, l'épaisseur de 2 mm. Il faut bien se souvenir de cette épaisseur. Et on fait le roulage donc à l'aide de cette rouleuse 3 cylindres jusqu'à obtenir la forme cylindrique. Voilà, donc, la rouleuse à partir de la tôle plate, elle nous donne la forme cylindrique comme ça. Le diamètre c'est 450 mm. Souvenez-vous bien de ces chiffres que je suis en train de donner. Donc 450 mm, épaisseur 2 mm là-bas. Donc c'est une tôle noire, on rappelle bien. Et maintenant on obtient ces deux bords. Donc pour les maintenir ensemble, comme on a vu, il faut utiliser des points de soudure. Voilà, donc jusqu'à obtenir cette forme bien maintenue. Et on est prêt au soudage rectiligne. Donc maintenant on insère le cylindre obtenu, ou bien ce qu'on appelle la virole, dans la machine de soudage rectiligne. Donc c'est une machine automatique qui fait le soudage en rectiligne, comme vous voyez. On est maintenant en train de faire la préparation. Et aussi le procédé de soudage, c'est le MAG, et le gaz utilisé c'est le CO2. Voilà. Voilà, donc le soudage a commencé, donc vous voyez. Et jusqu'à obtenir ce cordon fini, comme ça. Voilà, donc la soudure. Voilà avant la soudure, donc seulement les points de soudure. Donc on est en train de souder cette ligne. Maintenant, après avoir fini le soudage, le nettoyage de la virole, on procède à la machine de EasyForm. Donc on va faire les croquages. Voilà, donc on va commencer les deux premiers croquages symétriques. Comme on a vu à travers une matrice, pour obtenir cette forme, à travers cet écran, on maîtrise l'épaisseur, la profondeur. Voilà, le premier croquage est fini, on procède au deuxième avec le même réglage puisque ce sont deux croquages symétriques. Maintenant, on va faire le troisième croquage qui est très important et qui a des codes bien spécifiques. On va par la suite expliquer d'où vient cette criticité et quelle est l'importance des dimensions de ce croquage. Voilà, donc il est en train de mesurer. Et vu que le croquage ne va pas être sur tout le périmètre de la virole, il va aller juste 30 cm de ce côté, 30 cm de l'autre côté. C'est bon. L'autre côté maintenant. C'est bon. Maintenant on approfondit le croquage. Voilà donc notre virole finie avec deux croquages et le croquage du milieu.
voilà ce que vous voyez maintenant sont les fonds bombés. Je vais expliquer par la suite l'intérêt de ces fonds bombés. On appelle ça le fond bombé avant. Donc on voit il y a la bride. Ça c'est le fond bombé en arrière. Donc bien sûr ces fonds bombés sont soudés ici. On va voir maintenant comment on fait le soudage. Voilà donc comment on fait le soudage. Donc c'est le soudage des embouts sur le fond bombé. Le soudage c'est MAG, le gaz utilisé c'est le CO2. C'est un soudage semi-automatique, pour ceux qui comprennent bien le soudage. Maintenant, après avoir fini le crocage, on procède au montage, bien à assemblage. Vous voyez avec des points de soudure pour préparer la soudure circulaire. On va voir l'astuce maintenant. L'astuce est lorsqu'on relie ces deux bords de crocage à 60, cet angle-là est de 185 degrés. Donc, on va voir par la suite l'importance de cet angle et la force de notre système et toute la protection de notre système est dans cette petite valeur-là et dans ce détail-là. Maintenant, on passe au soudage circulaire. Donc, comme vous voyez, c'est un soudage automatique. La mettre très fort, donc si vous êtes sur le terrain, il faut éviter d'être exposé à ces flammes, sinon vous aurez un coup d'arrache. Maintenant c'est la station de l'épreuve, c'est la dernière étape. Voilà notre but. Donc on va tester les soudures qu'on a faites pour détecter les fuites. Comme vous voyez, on est en train de remplir l'intérieur de la citerne. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi c'est très important de remplir tout d'abord le circuit à l'intérieur avant de mettre la pression à l'extérieur. C'est très important et c'est une remarque très critique. Voilà donc on est... C'est bon. Voilà donc on est sûr qu'elle est plein en eau. Maintenant on va faire on va mettre la pression. Donc tout d'abord on met la pression à l'intérieur. Donc vous voyez, voilà le mano. Donc la pression c'est 14 bars. Maintenant on va exercer une pression à l'extérieur, c'est-à-dire dans la jaquette. Voilà. Et on va laisser pendant 3 minutes. Bon. On met celui pour détecter les fuites à l'aide de boules. Donc si on voit une boule d'air, c'est-à-dire qu'il y a une fuite. Donc on mentionne l'endroit de la fuite et par la suite on fait la réparation dans cette table. Et on refait le test encore une fois jusqu'à ce que toutes les fuites soient corrigées. Maintenant, on va montrer qu'est-ce que c'est que la double jaquette. Donc voilà la jaquette échangeur, comme vous voyez avec les trous donc, sur lesquels on va souder les embouts, bien le piquage. Voilà les crocages, ce qu'on appelle les crocages, les formes un peu cylindriques, donc pour renforcer la tôle et pour accélérer le flux. Voilà, donc généralement on fait 4 crocages pour la jaquette, comme vous voyez. Donc séparé comme suit. Et bien sûr sur cette même machine qui s'appelle EasyFormer. Donc voilà un peu de détails. Donc il y a un outil spécifique, donc poinçon et matrice spéciale pour le croquage de la jaquette. Voilà. C'est symétrique bien sûr, donc il tourne maintenant la jaquette et on fait le 4e pli ou bien le 4e croquage. Bien sûr, il y a des paramètres spéciaux pour chaque article, donc il vérifie la profondeur pour que ça se passe bien.
Et après un tour, il s'arrête et décharge la jaquette. Bien sûr, on l'appelle jaquette ou paroi ou enveloppe, donc c'est le même sens. Voilà un petit rappel pour la virole ou bien pour le ballon à l'intérieur. Voilà les trois plis ou les trois croquages qu'on a fait. Comme vous voyez, les deux plis de l'extrémité sont complets et le pli du milieu, comme on a dit, c'est un pli très spécial, donc qui fait 30 cm à droite et 30 cm à gauche, donc comme vous voyez. Aussi, on rappelle encore une fois comment on l'a fait. Voilà, de la même manière. Et maintenant, on a fait juste ce rappel pour vous montrer que la jaquette va être mise sur les deux bords, à droite et à gauche. Donc, c'est pour cette raison qu'on fait ces deux plis. Voilà, donc ça, c'est le bord gauche et ça, c'est le bord droite. On va mettre la jaquette et la fixer là-bas. Et pour le petit croquage, ça va séparer le flux. On va voir comment par la suite. Mais ça, c'est le rôle. Bien sûr, le réglage, c'est différent. Même l'outil, c'est différent, donc on n'utilise pas le même outil. Maintenant, comment on va mettre la jaquette aux alentours du ballon. Voilà le ballon à l'intérieur, donc après avoir fini son épreuve. Bien sûr, il doit être testé avant d'insérer la jaquette. Voilà la jaquette, finie. Et on va insérer le ballon sur la jaquette. Voilà donc, comme on a dit, sur les deux extrémités. Voilà, donc à gauche et à droite. Donc, on va insérer le ballon à l'intérieur et on va fixer sur les deux extrémités. Voilà, donc c'est de cette manière-là. Et ça, c'est l'importance du croquage. Comme vous voyez, donc on met des points de soudure. Et vous voyez qu'il y a un espace entre la jaquette et la paroi à l'intérieur, ou bien le ballon à l'intérieur. Donc, par la suite, on va procéder au soudage circulaire. Donc, on va souder l'enveloppe ou la jaquette ou la paroi sur le ballon à l'intérieur. Voilà. Maintenant, on fait le soudage des embouts, donc bien des piquages, bien des conduites, des pipes, comme vous voulez. C'est à travers ces embouts que les canalisations vont avoir lieu. Voilà, donc le ballon est presque fini. C'est soudé et fini. Ça reste que le test d'étanchéité, comme on... Bon, maintenant j'ai allumé. Voilà. Vous voyez comme c'est joli. C'est brillant. Donc ça s'appelle l'émail. Donc c'est lisse, homogène, vous voyez. Vous voyez aussi qu'il y a des micro-pores, donc ça ressemble un peu au fromage. Je vais vous expliquer par la suite l'intérêt de ces pores. Voilà. Donc 100% de nos cuves sont émaillées. L'émail a plusieurs avantages, comme par exemple c'est très léger. La cuve consomme presque 3 kg, donc pour le 200 litres, 3 kg d'émail. Par contre, pour le cimentage, qui est un autre procédé, cette même cuve consomme 30 kg. Donc on parle ici de 90% de moins en poids. Donc ça, c'est très important pour les installateurs parce que on sait très bien que ce ballon doit être transporté sur le toit. Et donc 30 kg de plus, donc c'est un gros problème. Aussi la durée de vie, donc l'émail dure longtemps, donc on parle de 20 ans et plus. D'ailleurs, l'émail n'est pas un produit nouveau, on connaît tous l'émail. Nos salles de bain sont pleines d'émail, les lavabos, les cuvettes. Et donc, avez-vous vu un lavabo avec de la corrosion? Jamais. Parce que l'émail, c'est un matériau qui résiste bien à la corrosion. Aussi, nos dents, les dents de l'être humain, ont de l'émail, sont protégées par l'émail. Voilà, donc les cuves sont testées à 100%. Voilà la date du test et les noms des contrôleurs qui ont fait ce test. Et maintenant, on va transporter les cuves vers la dernière étape qui est le moussage.
Maintenant, après avoir fini le test d'étanchéité, donc les cuves sont 100% testées, on est sûr qu'il n'y a pas de fuite. Maintenant, une question doit se poser. Donc, cette cuve ou bien ce réservoir est destiné pour stocker de l'eau sanitaire. Donc, et on a vu dans le processus que la tôle, c'est une tôle noire. Donc ici, on connaît très bien que la tôle noire, avec de l'eau, donne la corrosion. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Ici, on doit faire un traitement anticorrosif. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de traitements anticorrosifs au monde. Donc, il y a par exemple le cimentage, qui est très traditionnel et qui a beaucoup d'inconvénients. On peut les citer par la suite. Et il y a l'émaillage. Donc, l'émaillage, c'est un procédé très intéressant. Donc, par ailleurs, Biome est le premier fabricant de chauffe-eau solaire qui fait le chauffe-eau émaillé en Afrique. Donc, on voit devant nous maintenant des cuves émaillées. Voilà, donc, on va voir comment c'est lisse. Je vais allumer la lumière pour voir l'intérieur. Donc, comme vous voyez, c'est la dernière étape qui est le message. Voilà, donc on couvre l'intérieur de la cuve avec la tôle prélaquée. On va par la suite détailler les étapes. Et on va couvrir cet espace qui est de l'ordre de 50 mm par la mousse polyuréthane. Donc, il y a le rôle d'une paroi adiabatique. On va par la suite expliquer qu'est-ce que c'est qu'une paroi adiabatique. Voilà, donc. Maintenant, on va fermer cette partie par un capot plastique, comme ça, pour que par la suite, vous voyez le ballon qui est comme ça. Voilà, donc le ballon bien fini. On va voir les détails. Voilà, donc on appelle ça l'habillage inférieur. Donc c'est une tôle prélaquée, galvanisée avec une peinture de couleur qu'on choisit. Donc ce que vous voyez ici, c'est les contrepattes. Donc les contrepattes ont pour rôle de se fixer dans la mousse. Voilà, donc ce que vous voyez là, ce sont des écrous à sertir. Donc l'autre partie, la partie extérieure, c'est comme ça. Donc dans ces écrous, vous allez insérer les vis pour la fixation du ballon sur le support. Donc on va voir tout ça, mais il faut bien se souvenir de ces trous, de ces écrous et de ces contrepattes. Et on va par la suite expliquer l'importance de cette forme-là, et une forme très spéciale. Bon, maintenant on met l'habillage après avoir fait insérer les contrepattes en habillage inférieur. Donc on insère la cuve de cette façon, et par la suite on met l'habillage extérieur. Et on ferme les capots. Maintenant, après avoir fini le montage du ballon, donc, on transporte le ballon vers le conformateur. Donc c'est un gabarit de fixation pour pouvoir par la suite injecter la mousse. Remarque, la pression de la mousse est très forte, donc on parle d'une pression supérieure à 140 bars. Donc l'injection à haute pression peut endommager les capots ou les points de fixation. Donc c'est pour cette raison qu'on utilise ce conformateur très fort. Donc on procède à une fixation solide, donc comme vous voyez, de part et d'autre. Donc ici c'est les points bas. Donc comme vous voyez, ça ce sont les traces de la mousse, parce que la mousse quand même, même avec ces fixations, donc la mousse peut sortir. Voilà, donc après avoir fini, il va procéder, ou bien on va procéder à l'injection. Bon, maintenant, il prépare le programme adéquat pour l'injection, et il met la tête. Donc vous voyez cette tête, donc toute cette canalisation pour mélanger deux produits qui sont les ocyanates et le polyol. Maintenant, il fait l'injection de la mousse. Donc au départ, la mousse c'est un mélange liquide. Voilà, donc il a fini. Voilà la mousse qui sort. Voilà donc le liquide. On a fini, on est sûr maintenant que l'opération est finie, et on attend jusqu'à ce que la mousse sorte du capot pour tomber vers le bas. Voilà, donc voilà la mousse. Et vous pouvez voir qu'est-ce qui va se passer au liquide. Donc vous voyez,
la transformation de la forme du liquide vers le solide. Donc puis il va faire, ou bien elle va faire l'expansion et puis la solidification. Donc, voilà, donc jusqu'à obtenir cette forme, donc comme vous voyez, donc ça finalement ça c'est le résultat final, et on va trouver cette paroi ici qui va envelopper la cuve. Après avoir fini l'opération de moussage, donc on transporte le ballon déjà moussé vers la table de finition pour le nettoyage et l'emballage. Et ici on met les logos de nos clients, donc on donne la possibilité à nos clients de mettre leur logo, donc comme ça sera un argument commercial plus fort pour eux. Donc maintenant le support. Le support, comme vous voyez, est composé de plusieurs pièces, donc on va faire l'assemblage pour pouvoir monter le support. Donc on remarque ici qu'on a un dédoublage de pièces, donc c'est un support symétrique. Comme vous voyez, on a deux pièces par type. Donc, voilà, donc par exemple, on appelle ces deux pièces-là des croisillons, les traverses capteurs, les longerons, c'est la pièce la plus longue, la semelle, le pied arrière et le braquant. Donc ne vous inquiétez pas, on va par la suite mentionner toutes les pièces dans un document. Voilà, donc toutes ces pièces sont en tôle galvanisée d'épaisseur 1,5 mm. Toutes ces pièces vont être usinées dans l'atelier de tôlerie. Donc, comme on va voir, principalement trois phases, donc le débitage ou bien la découpe, le poinçonnage pour obtenir ces trous et le pliage pour obtenir ces formes. Là. Voilà, donc toutes les pièces de support doivent être tout d'abord découpées selon les plans de coupe, donc à travers cette cisaille guillotine. Voilà donc l'étole, on prend le plan, on fait les réglages nécessaires et on fait le découpage. Voilà le débitage des pièces de support, donc bien sûr on fait les gabarits nécessaires, on fait les mesures. Bien sûr, il y a des réglages ici et on met les paramètres nécessaires pour faire les groupes. C'est ça, c'est l'alarme, mais attention, cette machine est très dangereuse. Donc c'est pour cela qu'on a mis cette protection pour éviter le fait que l'opérateur insère son doigt. À la sortie, on obtient des pièces sur mesure. Ici, on fait le poinçonnage, donc on fait des trous avec précision donc, pour pouvoir insérer par la suite le support. Voilà, c'est notre poinçonneur numéro 2. Voilà la tôle qui est une tôle galvanisée, épaisseur 1,5 mm. Maintenant, après avoir fini le poinçonnage, on fait le pliage. C'est une machine semi-automatique. On insère le programme correspondant au plan de la pièce et une forme très spéciale. Voilà donc l'écran de monitoring. Voilà. Toutes les pièces du support sont faites de cette façon. Maintenant on va procéder à la fabrication du kit hydraulique des cannes en cuivre. Voilà donc c'est un oxy acétylène, donc on fait le brasage. Comme vous voyez, donc ce tube en cuivre, ça c'est le tube retour froid. Voilà donc l'atelier de kit hydraulique, la fabrication des articles en cuivre. Donc on commence par le brasage du tube froid. Voilà donc j'ai bien fait l'acétylène avec l'oxygène. Après avoir fait le brasage, on fait le cintrage. Voilà donc le cintrage. Ouais, pour obtenir cette courbe. Voilà, voilà la forme. Voilà enfin donc les deux produits finis, le kit retour chaud qui est la canne courte et le kit retour froid qui est la canne longue. Voilà, généralement pour tous les systèmes solaires on trouve toujours la canne la plus longue c'est pour le retour froid et la canne la plus courte c'est pour le retour chaud. Voilà donc le réservoir de mélange. Donc, dans ce réservoir on met les mailles plus haut pour faire le mélange.
Par la suite, la station d'injection de l'émail, donc comme vous voyez, le ballon est mis à la verticale, donc il commence à tourner et maintenant on va fonctionner la pompe. Donc, vous voyez, et l'émail commence à couvrir toute la paroi interne du ballon et le ballon tourne en même temps. Donc de cette façon, on est sûr que toute la paroi interne est couverte. Voilà comment ça tourne. Et ça continue à tourner comme ça. Vous voyez donc le liquide émail plus eau. Vous pouvez voir donc ce qui descend du bassin. Bien sûr, on doit récupérer cet émail. On ne doit pas le perdre parce que c'est récupérable et on peut le réutiliser encore une fois. Donc maintenant l'injection est finie, on va juste récupérer l'émail et faire tourner le ballon pour s'assurer que toute la paroi est couverte pour ne pas laisser de place sans émail. Vous voyez donc maintenant le ballon est à l'horizontale et il ne s'arrête pas de tourner. On continue à le faire tourner. Maintenant, on le descend petit à petit. Voilà donc ce qui reste de l'émail à l'intérieur du ballon. Voilà. Maintenant, on est sûr que toute la paroi est couverte, mais ça n'empêche, on doit tourner le ballon de plus pour que toute la paroi soit couverte. J'insiste sur le fait de couvrir toute la paroi parce que c'est ça le but de ce processus d'émaillage. Si on laisse une partie non couverte, on sera obligé de refaire le processus dès le début. Donc c'est pour cela qu'il faut veiller que toute la paroi soit couverte. Bien sûr, il y a de l'émail maintenant qui va sortir et qui va couvrir la partie externe du ballon, c'est-à-dire une couverture non désirée. On va la nettoyer par la suite, donc vous allez voir comment on nettoie l'émail en excès, donc l'émail dont on n'a pas besoin, parce qu'on veut juste émailler la partie intérieure du ballon. Mais tout ce qui reste, c'est indésirable. Maintenant l'injection est finie, on passe au nettoyage. Voilà donc comment on nettoie l'émail qui a accidentellement couvert la paroi externe du ballon. Et maintenant on laisse le ballon entrer dans le four, puis dans le séchoir à 150 degrés pendant 2 heures pour dégager toute l'eau. Et puis on le laisse entrer dans le four à 850 degrés, donc qui est la température de fusion de l'émail. Maintenant on va voir comment se fait l'absorbeur. Donc on est maintenant dans l'atelier de fabrication des absorbeurs. Bon, l'absorbeur se compose principalement de deux matières nécessaires qui sont le cuivre, comme vous voyez, et l'aluminium. Donc pour le cuivre, voilà les machines qui sont faites pour fabriquer le cuivre. Bon, réellement, on a deux types d'absorbeurs. On a l'absorbeur en méandre et on a l'absorbeur en grille ou en échelle ou en arc. Donc notez ça et on va l'expliquer par la suite. Donc juste
un tour rapide et par la suite en détail. Donc voilà des exemples d'absorbeurs en méandre. Donc vous voyez, ou bien en serpentin. Vous voyez. Voilà l'atelier, donc fabrication. Bon. Pour la partie en aluminium, donc c'est pas de l'aluminium ordinaire, c'est un aluminium traité, donc avec un revêtement sélectif. Donc comme vous voyez, la couleur ce n'est pas la couleur de l'aluminium, donc c'est un peu noir ou bleu. Donc ce revêtement s'appelle le Tinox, donc avec une émission de 5%. Donc le taux d'absorption de cette tôle est de 95%, c'est-à-dire que 95% des rayons solaires reçus vont être stockés sur cette tôle et transférés par la suite à ce qui va être collé sur le dos de cette tôle. On va voir comment. Voilà, donc on va voir comment fonctionne cette machine, donc qui s'appelle la découpeuse de tôle, ou en anglais la sheet cutting. Donc la tôle d'absorbeur, comment elle se découpe automatiquement sur cette machine de découpe automatique des tôles d'absorbeur, vous voyez. Donc ça c'est la face traitée. Voilà, donc 100% automatisé. Voilà, donc c'est la machine de découpe automatique des cubes, vous voyez donc. Voilà. Voilà comment se fait la découpe. Donc le rouleau de cuivre, il roule automatiquement jusqu'à la découpe. Maintenant, c'est la machine de poinçonnage des collecteurs. Donc, c'est une machine automatique. Voilà les collecteurs en cuivre. Et on tourne de l'autre côté pour voir comment se fait le poinçonnage. Et là, on attend. Voilà, donc le tube est arrivé. Voilà la tête qui fait le poinçonnage, comme vous voyez. Donc voilà. Voilà les trous. Maintenant on fait le soudage automatique, donc voilà. Ça c'est la grille en cuivre. Voilà, donc un sont les grilles après avoir fait le soudage. Bon, maintenant on immerge la grille dans le bassin et on regarde la pression jusqu'à ce qu'elle atteint les 15 bars et on observe les endroits de cuit. Voilà. Maintenant on passe à la deuxième épreuve, épreuve à basse pression, à l'aide d'un comparateur de pression, une pression de 2 bars. Voilà donc le comparateur. En cas de présence de fuite,
le voyant rouge s'allume. En cas d'étanchéité, donc si la grille est conforme, on aura la lumière verte. Voilà, maintenant on attend. On attend jusqu'à la stabilité de l'air qui circule à l'intérieur de la grille. Donc, c'est ça la base de la comparaison. Voilà donc la lumière verte, c'est-à-dire que notre grille est étanche. Elle est maintenant prête au soudage laser. Donc voilà la tôle d'absorbeur, voilà la grille. Donc maintenant on va faire l'assemblage à l'aide du robot laser. Voilà donc on met la tôle d'absorbeur. Voilà comme on a vu. Voilà c'est la face avec le traitement sélectif. La partie sur laquelle va se faire le soudage. Voilà donc maintenant on met la grille en cuivre, déjà soudée, éprouvée, testée à haute pression et à basse pression. On fait l'alignement des tubes, puis on fait la fixation. Voilà donc il a inséré le numéro de série pour garder la traçabilité par la suite. Donc je dois quitter maintenant cette zone pour que la table tourne et le laser commence à fonctionner. Voilà. Donc la table commence à tourner. Ce qui est intéressant dans ce laser, c'est qu'il y a une caméra à l'intérieur de la cabine. Donc à travers cette caméra, on peut voir ce qui se passe réellement. Donc voilà ce qui se passe. Voilà la tête du robot qui descend pour faire le soudage. Voilà, je vais m'approcher pour que ce soit clair. Voilà. Et voilà ce qui se passe. Donc ce que vous voyez là, ce sont les flammes dues au soudage laser. Donc voilà, à droite et à gauche. Donc vous voyez, comme ça se fait le soudage. Et je vais par la suite expliquer plus de détails. Donc on va mettre maintenant le deuxième absorbeur. Vous voyez, on met la tôle. Toujours en garde un œil sur le robot. C'est un robot KUKA donc, qui est utilisé dans l'industrie automobile, l'aéronautique et tout. Donc, ce que le robot est en train de faire, c'est de souder ce point-là, cette ligne-là, donc cette partie, et souder l'autre partie. Donc les rayons laser vont fixer le tube sur la tôle. C'est pour cette raison que vous voyez la flamme du côté gauche et du côté droit. Voilà, donc le soudage est terminé. Et on quitte donc, pour faire sortir l'absorbeur déjà soudé et faire entrer l'absorbeur à souder. Voilà donc. Ça recommence. Donc, voilà. Et vous pouvez voir le trait de laser. Vous voyez donc que c'est fixe, c'est stable. Vous voyez donc, je ne peux pas le bouger. Ça
Ça, c'est la technologie allemande de soudage laser. Donc, le laser fait 1000 points de soudure par mètre. Ah, donc. Voilà. Et de l'autre côté, voilà les traces de soudage. Donc maintenant l'absorbeur est fini, on le met dans un caisson en bois et on l'emmène vers l'atelier de montage du capteur. Donc on va voir par la suite, donc on va voir où va se mettre cet absorbeur. Donc réellement cet absorbeur c'est le dynamo du chauffe-eau solaire. Donc c'est à travers cette plaque que l'énergie solaire va être captée et transférée à l'eau qui va être stockée à l'intérieur. Maintenant on est devant la machine de fabrication des cadres en aluminium pour le capteur. Donc c'est une machine totalement automatique. Donc comme vous voyez, ce sont les barres en aluminium ou bien les profilés. Donc c'est une seule pièce, comme vous voyez, très longue, donc d'ordre de 5,8 mètres. Et voilà un scoop à l'intérieur de la machine, voilà ce qui se passe à l'intérieur. Voilà les axes et les scies, donc comment ils fonctionnent d'une façon automatique. Et voilà la sortie, donc la sortie c'est comme ça. Les tampons, les pots d'aération, les pots. Voilà, donc maintenant on insère la tôle, donc c'est la tôle du cadre, c'est une tôle en aluminium renforcée. Et maintenant on va insérer la tôle dans le cadre et on va faire le cadrage. Donc comme vous voyez. Voilà, on a fait le pliage et maintenant la fermeture. Bien sûr, on a inséré une petite pièce en aluminium pour pouvoir la sertir par la suite à l'aide de cette sertisseuse. Voilà. De l'autre côté. Maintenant, on voit qu'on a inséré la tôle dans la rainure de profilé. Maintenant, on va écraser cette rainure dans cette presse. Ici, c'est une presse automatique. Voilà comment on fait le transport. Donc, on insère le cadre dans son réfectoire. Voilà. Automatique. Voilà. Puis le cadre qui lève pour l'écrasement des bordures, pour l'écrasement des lèvres. Et bien sûr, on passe à la pièce suivante. Et maintenant, on va attendre la sortie du cadre. Voilà donc les bords écrasés et en sortie. Voilà le cadre, maintenant on peut, c'est bien fixé comme vous voyez. Voilà donc après avoir fini le bac, on le met ici sur la table pour mettre l'isolation. Donc c'est un autre type d'isolation, c'est la laine de roche. C'est une isolation thermique bien sûr. Donc on coupe la laine de roche sur mesure pour la mettre exactement dans l'espace billet. Voilà donc l'isolation est prête. Donc on met le plateau de clous qui permet d'accrocher l'isolation.
Donc on met la laine de roche, comme vous voyez, donc ça ressemble à la laine qu'on connaît. Maintenant, on va mettre l'absorbeur. Voilà l'absorbeur qu'on vient de voir. Voilà, ça c'est le dynamo du chauffe-eau solaire. Donc sans cette pièce-là, on ne parle plus d'un chauffe-eau solaire. Bon, maintenant on va mettre le Vitopril, bien le double face, et mettre le verre. Maintenant, après avoir mis l'absorbeur, on met la double face, ou bien le Vitopril. Donc ça, c'est une première barrière d'étanchéité et de fixation du verre. Maintenant, on va mettre le verre. Voilà, donc on transporte la table près du verre et on insère le verre sur le cadre. Bien sûr, on est en train d'enlever le film de protection parce que cette surface est une surface traitée. Donc on doit la protéger par un film pour éviter les poussières et les traces. Maintenant, après avoir enlevé le film de protection, on insère le verre. Donc c'est un verre solaire spécial, sécurité, anti-reflet. Voilà, donc on fait le collage du verre sur la scotch double face, bien sûr le Vitopril. Puis on enlève la protection du scotch. Et on est sûr maintenant que le verre a bien collé sur le cadre. Mais on ne va pas s'arrêter là, on va rajouter une deuxième isolation, une deuxième protection d'étanchéité, qui est la silicone. Voilà. Voilà le pistolet de silicone, donc c'est une aussi machine qui extrait le silicone du baril. Voilà, on va le poursuivre. Voilà. Maintenant, tout le parcours est couvert par la silicone, donc on est sûr qu'on a une. Voilà donc les baguettes de protection des bords, parce que comme vous le savez, le point faible du verre c'est les bords. On protège les bords avec des baguettes en aluminium. Ça c'est le coin en plastique, donc pour absorber les chocs et pour aussi protéger les bords. Et voilà, jusqu'à obtenir un capteur fini comme ça. Il ne reste que l'emballer. Donc voilà comment on fait l'emballage, donc avec des cartons et avec des feuillards en plastique. Et c'est fini. Voilà l'absorbeur que vous avez vu maintenant dans le diapo. Donc je m'approche un peu. Ça c'est les collecteurs. Le collecteur bas, et on appelle ça les tubes montants ou bien les riser tubes. Donc comme vous voyez, cette face c'est en aluminium, donc c'est l'aluminium brut, et le dos de la tôle d'absorbeur c'est la tôle avec le traitement sélectif. Donc dans notre cas c'est le Tinox, et comme on a vu, avec une absorption de 95% et une émission de 5%. Donc qu'est-ce qui va se passer réellement? Donc le capteur va être exposé au soleil. Donc, le traitement sélectif de cette tôle, de cette face, va capter les rayons solaires et donc du coup ça va chauffer. Et puisque la matière de cette tôle est l'aluminium, donc on sait très bien que l'aluminium a une conductivité thermique très importante, donc la chaleur va être transférée à l'autre face, donc à ces canaux.
Voilà, donc bien sûr, ces canaux sont soudés à la tôle avec un soudage laser, donc comme vous voyez. Et on va voir demain la technologie laser, comment se fait le soudage et pourquoi on fait le soudage laser. Donc le collage est parfait. Donc la chaleur va être transmise à l'autre face, c'est-à-dire à 6 cubes en cuivre. Donc maintenant, comme on a vu dans le schéma du chauffe-eau, donc vous voyez le capteur, on a vu que le retour froid va du ballon et descend vers le point le plus bas du capteur, c'est-à-dire vers ce collecteur-là. Donc, comme on a vu, cette face-là reçoit de la chaleur et donc le liquide qui se trouve va se chauffer et par la suite il va monter à travers ces tubes. Donc les calories vont monter ou bien le liquide chaud va monter. Et ça, c'est grâce à une propriété qu'on a vue, qui est la propriété thermosiphon, c'est-à-dire l'eau froide descend toujours vers le bas et l'eau chaude remonte vers le haut. Et donc, de cette façon, le liquide ou bien l'eau chaude va remonter et jusqu'à ce qu'elle soit collectée dans ce collecteur. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on l'appelle collecteur. Et donc, elle va être collectée et par la suite, elle va quitter le capteur à travers cet orifice. Et donc, c'est pour cela que le retour chaud retourne de cette face du capteur vers le ballon. Voilà, donc on récapitule. Donc le capteur est composé principalement de l'absorbeur. Donc l'absorbeur, comme on a dit, c'est le dynamo du chauffe-eau solaire. Grâce à sa face sélective, c'est-à-dire une tôle d'aluminium avec un traitement sélectif. Donc dans notre cas, c'est le Tinox, et comme on a vu le Tinox avec une absorption de 95%. Donc la tôle va recevoir des rayons solaires, elle va capter les rayons solaires, elle va chauffer et par la suite elle va transférer l'énergie reçue aux tubes en cuivre qui sont soudés sur l'autre face. Et juste pour vous réconforter un petit peu, donc je vais vous montrer l'autre face, voilà. Et voilà. Donc on a vu les rayons solaires vont être captés ici, ça va chauffer et ça va transférer la chaleur au tube. Et donc, et bien sûr, les tubes aussi vont transférer la chaleur au liquide qui se trouve à l'intérieur, puisque les tubes sont faits en cuivre et le cuivre aussi a une conductivité thermique très importante. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on utilise l'aluminium et le cuivre. Bon, il y a d'autres fournisseurs qui auparavant bien sûr utilisaient une tôle en cuivre, mais ça n'a pas vraiment bien marché parce que lors du soudage du cuivre de la grille sur la tôle en cuivre, ça ne fonctionnait pas bien et il y avait beaucoup de problèmes lors du soudage laser. Donc c'est pour cette raison que la plupart des fabricants de capteurs solaires maintenant utilisent une tôle en aluminium, donc avec un traitement spécial. Donc ça c'est l'absorbeur et j'espère que tout est clair. Donc après avoir fini l'absorbeur, voilà le cuisson des absorbeurs. Donc maintenant c'est l'étape de finition. Maintenant on va faire le montage du capteur. Donc, voilà le bac, donc ça c'est ce qu'on appelle le bac ou bien le cadre en aluminium comme on a vu sur cette machine. Donc au début c'est le profilé, on fait le poinçonnage, la découpe, le championnage et tout. Ensuite on obtient un cadre complet en une seule pièce, comme vous voyez. Donc maintenant on met l'isolant, donc c'est la laine de roche. Donc notre fournisseur c'est Isover, qui est un leader mondial, donc comme vous voyez, ça ressemble à la laine. Voilà, donc l'épaisseur c'est 30 mm. Comme vous voyez, elle couvre toute la paroi. Et donc c'est une paroi adiabatique, c'est une partie isolante pour garder la chaleur des tubes en cuivre. Donc vous voyez, comme on a vu, l'absorbeur a une face sur laquelle il y a les tubes en cuivre et une face sur laquelle il y a le revêtement. Donc on met la partie des tubes en cuivre sur l'isolant, donc comme vous voyez. Comme ça, on est sûr que la chaleur ne sera pas perdue. C'est déjà le rôle de l'isolation. Vous voyez aussi que cette partie traitée en inox sera exposée au soleil, donc c'est ça le but.
Vous voyez. Donc il faut noter que cette face d'absorbeur est couverte par un film de protection. Pourquoi? Parce qu'elle est sensible aux traces. Donc la moindre touche, la moindre trace va affecter le rendement. Donc c'est pour cette raison qu'on laisse l'enlèvement du film jusqu'à la dernière étape. Par la suite, on met directement le verre. Donc je vais vous prendre à l'intérieur de la machine de production des cadres. Donc il y a beaucoup de bruit, donc je vais garder le silence. Donc c'est un scoop. Quelques instants. Voilà le capteur après avoir mis le verre. Donc bien sûr, il y a un espace entre le verre et la surface absorbante. Donc comme on a vu, 95% des rayons vont pénétrer. Ils vont être captés par la tôle absorbante et par la suite, ils vont être transférés au tube. Et 5% vont être réfléchis de la tôle vers l'extérieur. Et ces 5% vont de même être réfléchis et revenir à la tôle. Et on aura une sorte d'effet de serre. Donc de ce fait, on peut avoir un phénomène, comment on appelle, d'humidité. Donc on peut avoir de l'humidité. Déjà dans plusieurs capteurs, on a ce problème. Donc une humidité qui couvre une grande partie du verre. Et ça peut affecter le rendement du capteur. Donc c'est pour cette raison qu'on fait des trous d'aération. Donc je ne sais pas si vous pouvez les voir par ici, mais on peut les voir avant de mettre le verre. Donc ces trous d'aération ont pour rôle de faire dégager des humidités. Voilà. Donc de part et d'autre. Donc de cette façon, on est sûr qu'on n'aura plus d'humidité condamnée. Voilà donc le verre. Bien sûr, on fait l'emballage du capteur.